Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du Réel. Dans l'atelier de Rassan Salab, discussion entre Rassan Salab et Luc Chessel. Merci Rassan Salab de nous montrer ce film, qui est une sorte de tombeau, on pourrait dire, pour Rosa Luxembourg. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Ouais. Et qui à la fois semble un geste, un essai assez simple, mais qui comporte quand même un certain nombre de couches et de matériaux qui s'assemblent et se superposent, se surimpriment. Là, c'est un peu l'occasion de parler concrètement de ton travail, de comment tu as fait ce film et comment tu fais ces films. Je vais te poser des questions et si vous en avez, n'hésitez pas à intervenir dans la conversation. Peut-être juste pour commencer, comment tu as fait ce film et avec qui? Est-ce que tu l'as fait tout seul, en dehors des personnes qui y apparaissent, qui prêtent leur corps, leur visage et leur voix? Comment ça s'est passé? Non, je pense. Vous m'entendez? Non. Apparemment, ça marche pas. Pardon, on va le laisser, on se le partage. Bonjour, à nouveau. Comme j'avais dit un peu au tout début, c'est vraiment parti d'une nouvelle lecture de pratiquement toutes ces lettres. Je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Je ne sais pas, à un moment donné, d'ailleurs, ils sont mis beaucoup à rééditer ces lettres. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était pas encore son centenaire, je pense. Enfin, qu'importe. Et j'étais à Berlin. C'est quand même la ville où elle était elle-même. Et où elle a été tuée. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas où est son corps. Enfin, je pense qu'il s'est maintenant désintégré. Et puis, il me hante depuis toujours la possibilité d'une révolution, ou comme je te disais en aparté tout à l'heure, de vivre autrement en ce monde, tellement le mot révolution il est galvaudé, on ne sait plus comment encore le dire. Et je connais énormément ces textes révolutionnaires, je les ai lus, et d'ailleurs je trouve que son livre Révolution est un grand livre, très grand livre. Et d'ailleurs elle a perçu bien avant tout le monde, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la pensée marxiste, parce qu'elle n'était pas que ça à mon avis, elle a perçu les grands dangers de ce qu'on peut appeler le parti unique, précisément. Mais bon. Et donc, dans ces lettres, vous avez entendu certaines, enfin en tout cas des extraits, de longs extraits, je percevais encore plus peut-être cette espèce de... Bon, tu l'as utilisé tout à l'heure le mot, donc je te le reprends. Cette espèce de mélancolie d'une possibilité qui risque de ne pas se faire, de ne pas s'accomplir, de ne pas se vivre, mais qu'on porte malgré tout en nous. Et c'est une chose très forte chez elle, très très forte chez elle. Évidemment, moi je la porte à ma petite échelle. Et donc voilà, c'est vraiment ça, mais c'est surtout la lettre, celle qu'on lit, que lisent les deux amis, parce que ce sont deux amis assez longuement. C'est surtout cette lettre qui m'a donné envie d'enclencher ce film. Ça a pris du temps, c'est lent, ça me pose aucun problème que ça prenne son rythme de croisière. Et je me répète, je vivais à Berlin. Et donc j'allais assez souvent dans les lieux où je sais le pont, vous savez, celui que vous voyez au début, c'est là, elle a été jetée. On lui a tiré une balle dans la tête, son corps a été balancé dans ce canal. Mais je ne faisais pas de la commémoration, j'allais pas pour pleurer là-bas. Je veux dire, si je vais pleurer, tous nos morts, mon Dieu, on n'en finit plus, quoi. Donc je vivais quand même là où elle a vécu, dans un temps qui n'a rien à faire, parce qu'entre-temps, plus d'une guerre, plus d'une horreur s'est faite, ne serait-ce qu'en Allemagne. Donc, mais j'ai laissé monter la chose en moi progressivement, d'autant plus que j'écrivais quelque chose d'autre. Et quand je suis allé à Beyrouth, après mon séjour de 7 mois à Berlin, cette chose m'a poursuivi. En général, quand quelque chose me poursuit, je me dis, bon, il faut que je lui donne corps. Je suis retourné et je m'en demandais à mon ami Khaled Abdelwahed, qui est un cinéaste qui vit à Berlin, qui vit toujours à Berlin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait une jolie caméra, il était tout fier d'elle. Je lui ai dit, viens m'aider.
Et donc, comme beaucoup de mes essais, je l'ai fait par fragments, par un peu comme ça, un peu de fil en aiguille, et une chose m'amène à l'autre, un peu le principe de résonance, les choses résonnent, mais j'avais quand même ce corps, ces corps qui étaient ces lettres. J'ai même été dans des prisons qui n'existent plus. Si vous vous souvenez, à un moment donné, je filme un parc, il y a de la neige qui tombe dedans. Ben, c'était une prison, mais bon, voilà, je vous ai pas dit que c'était une prison, mais je me sentais pris par... alors évidemment, j'ai filmé des choses à Beyrouth après, mais tout s'est fait de fil en aiguille. Il n'y a pas eu de tournage organisé. Là-bas, à Berlin, c'était avec mon ami Khaled. À Beyrouth, c'était avec mes amis Myriam et Tatiana, les deux femmes. Puis je demandais à Marc, un ami, de m'aider à la caméra. Moi-même, j'ai filmé des choses avec mon téléphone, mais bon, je ne mets pas ça. Enfin, je précise pas ça au montage. Je veux dire sur le générique. Mais voilà, c'est de fil en aiguille, avec aucun plan de tournage, sauf quand je vais tourner, à un moment donné, je vais aller chercher une usine. J'ai dit, allons-y à cette usine, je sais qu'elle est vidée. Voilà, tu vois, c'est... Et j'aime travailler comme ça, parce que je me dis, si avec ce fil en aiguille, les choses tiennent encore, c'est que peut-être qu'elles peuvent se poursuivre. Je me méfie, parce que on a toujours peur, effectivement, que parfois on fait pour faire, quoi, je sais pas. Mais je me dis, si elles sont encore là, ces choses, c'est qu'elles me hantent, et j'espère que du coup, elles vont hanter le film, si j'ose dire. Concrètement, est-ce que ça veut dire que tu as une première matière d'image et que tu montes une première version et ensuite tu retournes d'autres éléments que tu adjoins et la pensée du film se fait par couches comme ça, ou bien le montage est un seul moment terminal où tout prend sens et se précipite et fait le film? Non, c'est un crescendo, c'est vraiment un crescendo. Je mets un plan, j'en mets un autre, je vois comment ils agissent ensemble, je poursuis, parfois après ça peut se chambouler. C'est vraiment le mot work in progress, c'est le mot le plus juste, quoi. Et non, je fais pas un premier montage et mon Dieu, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui manque. Bah, ça veut pas dire qu'il n'y a pas. Mais moi, je fais pas comme on dit dans le jargon du cinéma, un ours, ça veut dire un bout à bout. Je ne fais pas ça. Je sais, même pour mes fictions, je fais pas ça. J'attaque, parce que pour moi, un montage, c'est écrire aussi, c'est encore prendre des notes. Et c'est toujours le geste non pas l'assemblage. Pour moi, il continue, il n'a de cesse de se faire et de se défaire, tu vois. Alors évidemment, avec les essais, encore plus qu'avec les fictions, encore plus, quoi. Et non, il n'y a pas un premier truc, et après, mon Dieu, on va voir qu'est-ce qui marche pas. Alors c'est vrai, à un moment donné, c'est très avancé, mais il a fallu beaucoup d'étapes, et on peut voir si ça se casse la gueule ou pas. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Voilà, c'est complexe, ce truc, et en même temps, c'est assez simple, parce que vraiment, j'avance avec, je sais pas, je le disais à Fannière, avec cette grande confiance en ce qui peut advenir. Et en même temps, la trouille, mais bon, on s'en fout. La trouille, c'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Non. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. Moi, il y a une image qui m'a beaucoup marquée, c'est l'image de Rosa Luxembourg qui cligne des yeux, et avec un peu ce glitch. Comment vous avez fait pour traiter les images d'archives, et d'où vous vient cette idée de faire cligner des yeux Rosa Luxembourg en même temps que ses lettres? Et ça m'a aussi évoqué une question. Alors, je suppose que ça a été fait par intelligence artificielle. C'est un sujet... Non, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle à ce moment-là. Ok. Elle existait peut-être, mais pas entre mes mains, ni entre les mains des gens qui m'ont aidé. Voilà, c'était ça mes questions. Merci. Alors, Rosa Luxembourg, j'étais donc en Allemagne, je suis allé dans leur truc d'archives, c'est INA en France, c'est ça? Leur INA à eux. J'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je parle extrêmement mal allemand, pour ne pas dire pas du tout. J'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous. Alors j'ai cherché de par ailleurs avec le net, est-ce qu'il y a des images en mouvement de cette formidable personne? J'en ai vu aucune. Ça se trouve que ça existe, mais j'en ai vu aucune, et j'ai quand même demandé à beaucoup. Je ne me suis pas contenté de mon Internet. Et donc, il n'y avait que des images fixes, des photos.
assez étonnant parce qu'au même moment, il y avait quand même, vous l'avez vu, des images d'archives, mais bon, pas d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'à des moments donnés, elle se mettait sur des tonneaux, comme Lénine l'a fait de part ailleurs, et qu'elle parlait aux gens, quoi. Et donc, quelque part, je dois avouer que j'avais peur de trouver des images en mouvement d'elle. Mais bon, je ne les ai pas trouvées. Et je me demandais d'ailleurs si j'en trouverais, qu'est-ce que j'allais en faire. Et donc, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée d'arrêter, de prendre une image extrêmement floue. Il est vrai, dans un de mes travaux de vidéo, j'ai travaillé l'extrême flou jusqu'à l'extrême netteté et je l'ai inversé. Alors parfois on a des fixations, des obsessions sur la netteté dans tous les sens du terme et sur le flou dans tous les sens du terme aussi. Et puis j'ai décidé que de toute façon j'étais en train de manipuler, entre guillemets, cette image. Et ne me demandez pas pourquoi exactement, parce que j'ai aucune idée. J'ai décidé de la faire cligner, de faire un glitch. On n'avait pas encore besoin de l'intelligence artificielle pour faire ce genre de choses. Et donc, voilà. J'ai aucune idée, mais j'ai quand même fait traverser ce visage. Sinon, je n'aurais rien fait de cette longueur, de toutes les archives que j'ai pu prendre, littéralement, dans le net de cette Première Guerre mondiale et tout particulièrement de l'année où ça se finissait et l'année où elle est morte. J'ai fait, bon évidemment on ne le dit pas, donc, parce que cette femme était quand même extrêmement contre cette guerre, parce qu'elle le disait très clairement, c'est la guerre du capital contre les gens, contre les travailleurs, mais contre... Et j'ai bien peur que la 99,99% des guerres, c'est ça. Mais donc, le fait est que, voilà, c'est pour ça que je l'ai fait traverser ce visage de ces nombreuses archives de guerre, et je me répète, d'une année extrêmement précise. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. C'est peut-être... je ne sais pas. Peut-être pour dire ma frustration, ou au contraire mon soulagement que je n'avais pas d'image en mouvement, ou alors, je ne sais pas. J'ai aucune idée. On peut pas s'empêcher de penser que tu as voulu la faire revivre, même quelques instants, la réanimer. Et oui, comme tu l'as dit, je sais pas si c'est la raison principale de ton désir de lui consacrer cet essai en entier, mais les positions de Rosa Luxembourg sur le nationalisme étaient très claires. Pour elle, il y avait... la révolution, c'était l'international, et il n'y avait aucune bonne position à tenir qui soit d'un côté ou de l'autre d'une guerre. Et par rapport à la question des pays, des langues, peut-être, j'ai l'impression que je sache, tu as fait la plupart de tes films au Liban, à Beyrouth, ancré dans une ville, un territoire. C'est un des films que tu as fait ailleurs, en Europe. Il y a un débat en parallèle ici. Oui, est-ce que... Oui, vas-y, continue. Je vais lui donner la parole après. Qu'est-ce que c'était pour toi de faire ce film en Europe? Est-ce que c'est autre chose? Il y a un lien direct entre les deux histoires avec la question de la Révolution. Il y a un moment où les images des combattantes palestiniennes interviennent dans le film, et des sons, on pourrait en parler parce que ça vient d'ici et ailleurs, de Godard. Peut-être une autre question. Et aussi de l'armée japonaise rouge, l'armée rouge au Japon. Ils étaient avec les Fidayines à ce moment-là. Alors, honnêtement, je me suis pas dit, parce que j'ai fait quand même 1 ou 2 courts-métrages ici en France quand je vivais pas mal à Paris. Je me suis pas tant posé la question. C'était Rosa qui m'a amené, je dis Rosa comme si c'était une amie, mais c'est quelqu'un qui m'est très cher. Vous savez, c'est ça, je reviens un instant sur cette affaire de clin d'œil et ce que tu disais. Je ne sais pas si tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai toujours une sorte presque de frustration de ne pas avoir connu des gens aussi remarquables. Ou en tout cas, de ne pas avoir été de leur époque, ou même qu'ils soient eux de mon époque, mais je pense que si c'était de mon époque, ça aurait été compliqué pour eux. Mais qu'importe. Le fait est que, pour revenir à ce que tu dis, je me suis effectivement posé la question. Je me dis, tiens, tu filmes hors de Beyrouth, hors du Liban, parce que j'ai filmé hors de Beyrouth, mais au Liban encore. En même temps, je l'ai pas pris ni comme un stupide défi,
Ça me paraissait tellement évident de filmer là-bas, et puis aussi peut-être parce que j'ai vécu un temps là-bas. Donc je ne suis pas allé à la pêche d'images à Berlin. Et comme je suis quelqu'un qui marche énormément, ou qui pédale énormément avec son vélo, donc j'ai vachement circulé dans Berlin. Donc je me suis senti un peu légitime d'oser prendre des images de ce lieu, parce qu'il y a toujours ce problème de légitimité dans le sens de rapport au lieu, quoi, tu vois. Mais je ne pouvais pas ne pas amener Beyrouth, ne pas amener le Liban. D'ailleurs, à la montagne, à la fin, dans cette forêt, quand Tatiana, elle chante ce fameux chant qu'a écrit Brecht en hommage à Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Voilà, Liebknecht. J'ai une terrible mémoire. Et donc, c'est dans une forêt à Beyrouth, enfin au Liban, pardon, en montagne. Donc, quelque part, c'est pas seulement le Liban ou Berlin, c'est ce territoire qui est, voilà, je vais oser dire, puisque tu parlais de l'internationalisme, c'est le territoire du film qui est un territoire qui est au-delà des nations, au-delà de ces frontières désespérantes qu'on a tracées entre nous tous. Et voilà. Et puis moi, je trouve que Rosa Luxembourg, non pas elle m'appartient, c'est un mot imbécile, mais elle me parle autant que, je sais pas moi, un Polonais, je sais qu'elle était d'origine polonaise aussi, un Allemand, un Russe, un Argentin. Je veux dire, c'est pas une affaire de nationalisme. Et donc, mais le territoire où elle a vécu était très important. D'autant plus, je me répète, parce que j'ai vécu un temps là-bas, quoi. Avec tout ce qu'elle a apporté et tout ce qu'a porté ce pays, l'Allemagne, et ses révolutions avortées. Parce que là, on est en train de parler cet horrible retour, enfin, j'espère pas, mais retour au fascisme. On oublie que l'Allemagne, le fameux SPD, le fameux Parti social-démocrate, c'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui ont donné. C'est pas des fascistes. C'est eux qui l'ont tué. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est la gauche allemande au pouvoir. Gauche comme moi, chanteur, oui. Mais bon, c'est eux qui l'ont tué. Et c'est eux qui ont donné l'ordre de la tuer, elle et Karl, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Et je veux dire, souvent ils préparent le fascisme, ces gens. Et ils le préparent. Et Rosa Luxembourg, ce qui était formidable, elle le dit dans une lettre. Bon, à part qu'elle dit qu'elle aurait préféré peut-être vivre là, en pleine nature, mais elle lui dit à son ami, ne te trompe pas, mais je voudrais mourir avec mes camarades sur une barricade ou derrière une barricade. Mais elle l'avait dit, nous ne sommes pas prêts à cette révolution de 1917-18 qu'ils ont fait. Mais elle était avec ses camarades de toute façon, d'où cette aussi mélancolie terrible. Ça veut dire, elle savait que c'était impossible. Donc bref, alors, je ne vais pas faire un grand discours politique, mais c'est pas rien, parce que je dis, on ne peut pas ne pas faire quelque chose qui est de l'ordre de la politique. C'est pour ça que j'ai voulu lui traverser son visage avant qu'elle devienne nette de toutes ces guerres. Et en plus, si vous regardez bien, c'est beaucoup plus des corps fatigués, des soldats qui marchent dans la neige. C'est pas du tout, ils sont pas triomphants. Il y a même des prisonniers. Donc j'ai regardé des heures de rush, d'archives, pour décider desquelles, quoi. Et en tout temps, me braquant seulement sur l'année et la fin, quoi. Et oui, c'est... Voilà. Il y a ces images d'archives de la guerre de 14-18, et donc, comme je disais, il y a ces images des combattantes palestiniennes et le bref petit chant des combattants du Fatah qu'on entend dans Ici et ailleurs, palestiniens. Donc tu prends un petit morceau de ce film de Godard, est-ce que tu as envie de dire pourquoi, oui. De parler un peu du film, parce que c'est pas n'importe quoi comme dans l'histoire du cinéma et dans celle du cinéma et de la Palestine. Et aussi, comme j'ai dit, des images de Fidaïn, comme ça, quand ils sont un peu avec un jour déclinant ou une aube, on ne sait pas, et qui sont issus de... Les cinéastes, je ne sais pas si c'est Adachi ou je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus, mais en fait ce qu'ils ont appelé la troisième guerre mondiale, où donc la révolution gagnerait, évidemment ça ne s'est pas passé, mais il y avait ces images. Bon, moi j'ai un rapport très étroit avec les Fidaïnes. J'avais en tout cas, puisque maintenant on les appelle plus Fidaïnes, mais je veux dire, le fait révolutionnaire
l'entrée, si je peux dire, d'initiation est passée par les Fedayeen, pour moi. Bon, évidemment, maintenant, peut-être, sauf ceux qui sont d'une certaine génération, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est comme pour le Vietnam, c'est que toutes ces années 60, 70, l'idée d'une possibilité haute d'une révolution, les Fedayeen l'ont portée largement. Elle a été écrasée, elle n'a pas réussi comme partout ailleurs. Et donc moi, ça me paraissait évident que je devais mettre les corps des Fedayeen, mais aussi en passant par ce grand film qui est Ici et ailleurs de Godard, qui interroge l'ici et l'ailleurs précisément. Alors je sais, c'est le propos essai, je ne sais pas trop vraiment pourquoi je mets les choses, mais je me répète, pour moi, elles résonnent. Ça résonne à titre personnel, parce que moi je sais, en passant par les Fedayeen, en passant par l'extrême gauche arabe et palestinienne, que j'ai découvert au Luxembourg. C'est pas l'inverse. Ça aurait été compliqué l'inverse, parce que j'étais pas né quand elle était là, mais enfin on s'est compris. Ouais. Donc c'est eux qui m'ont amené à ces grands penseurs. Bon, après ils ont été oubliés ou pas oubliés, c'est pas mon problème. Moi, ils sont restés en moi. Ces grands penseurs, femmes, hommes, et voilà. En plus, ce qui est magnifique chez Rosa Luxembourg, pour ceux qui ont envie de la lire vraiment, elle était tout sauf quelqu'un de rigide dans sa pensée. Et bon, pour moi, elle est autant libertaire que communiste. Bon, je vais pas m'amuser à faire maintenant sortir mon clairon, mais voilà. Mais c'est très important pour moi, quoi. Si quelqu'un a une question dans la salle, n'hésitez pas. Ouais, là-haut. Bonjour, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme travail sur le son. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Voilà, merci. Faut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans mon travail, le son. Puisqu'il invoquait Godard, il disait ma main gauche, ma main droite à propos de l'image et du son. Et pour moi, le son, on va dire autant que l'image. Et d'ailleurs, il amène l'image ailleurs et inversement. Mais c'est difficile d'en parler comme ça, parce que franchement, je disais la fois dernière, je monte autant au son qu'à l'image. C'est-à-dire, quand je monte un film, alors les essais, je les monte seul. Il y a Karine Doumide qui m'aide pas mal, mais je monte seul. Mais quand je dis je monte seul, c'est pas Baudère. Je monte seul, ça veut dire c'est vraiment un work in progress. Et même mes fictions, je travaille le son et l'image ensemble. Et le son amène à une construction, amène aussi à un rapport au monde autre. Et puis, bon, c'est pas seulement une affaire de hors-champ, parce que ce qui est très fort avec le son, certes, c'est il nous dit tout le hors-champ possible, mais il donne même au chant lui-même, à mon avis, une profondeur où, au contraire, il le détourne et le déroute. Ça a l'air très théorique ce que je dis, mais la vérité, c'est que quand je travaille là-dessus, je ne suis pas du tout théorique, je travaille extrêmement... Est-ce que je vais avoir le culot de dire comme un musicien? Allez, maintenant je suis à un certain âge, je peux le dire comme un musicien, mais sauf que je ne suis pas du tout un musicien, je ne sais pas jouer. Mais voilà, je travaille énormément au son, et je disais la fois dernière à un ami, Maher Abissamra, qui était là hier, souvent même je monte en fermant les yeux, je laisse le son me guider, ou même j'entends ce que j'ai fait pendant 10 minutes, et il y a les strates possibles. Alors les surimpressions que je fais en image, je les fais au son aussi, donc... je ne sais pas comment dire, c'est un peu comme un fleuve avec ses affluents, avec ce qu'il brasse, ce qu'il charrie. Et voilà, je suis en train de dire beaucoup de mots, mais pour dire in fine, je ne sais pas quoi. Parce que c'est compliqué à dire tout ça. Sinon que pour moi, le son n'est pas du tout un accompagnateur. Il fait partie totalement du corps du film, quoi. Mais concrètement, on peut dire que tu travailles sur aussi des grandes différences une grande amplitude de volume entre des moments de cette sirène qui retentit presque comme de la musique, mais aussi menaçante, et puis la plupart du film, on a ce petit son que j'interprète comme de la neige qui fond, qui est juste quelque chose de très ténu comme ça, et ça fait beaucoup pour le ton du film en fait. Est-ce que tu veux en parler un peu plus précisément? Oui, c'est toutes ces tonalités, autant les tout petits sons que les moyens, les grands, les gros, et avec cette grande confiance que, voilà, merci madame,
que l'oreille du spectateur va être embrassée par le film aussi, avec le son. À mon avis, le son embrasse encore plus le spectateur. L'enveloppe, l'embrasse, le parcours, j'en sais rien. Et je sais pas, je l'ai déjà dit, je me répète un peu parfois, mais malheureusement, quand on fait plusieurs films, on se répète comme tout le temps. C'est que moi, j'ai une écoute très périphérique. C'est un petit défaut, rien de grave, qui fait que j'entends beaucoup de choses qui ne sont... J'ai pas forcément un son qui va primer. Donc je dois faire un travail pour qu'il y ait un son qui prime sur un autre. D'ailleurs, souvent, je fais ça, on me dit « Ah ouais, t'es comme un billard », mais non, en fait, c'est peut-être pour plus fixer un son qu'un autre. Et donc, de par ma propre existence, j'ai aussi ce rapport au son. Je vais aller entendre des détails que, non pas qu'un autre n'entend pas, mais qu'un autre doit faire peut-être plus attention que moi. Alors, du coup, mon travail s'en enrichit, je pense. Enfin, je crois. Il y a mademoiselle qui... Pour réagir sur ce que vous disiez, est-ce que du coup vous pensez qu'on peut juste écouter votre film, c'est-à-dire imaginer un podcast, je sais pas, un truc comme ça, parce qu'il y a les lettres, donc on peut comprendre. À un moment donné, ils ont édité, je sais plus qui a édité, je crois que c'est ECM qui a édité des films de Godard audio, purement audio. Et j'étais jaloux. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir ça. J'avais quand même pas appelé ECM. Parce que, effectivement, alors j'ai fait un truc à Beyrouth. Parfois, je donne des ateliers dans des universités. Bon, j'ai pas fait ça avec mes films parce que je trouve ça un peu... Donc, j'ai fait écouter des films. Puis après, le lendemain, voir et écouter le film. Donc, d'abord le son, puis après l'image et le son. J'ai pas fait après que l'image. Mais... Je ne sais pas, mais moi je travaille énormément au son et je ne sais pas. En même temps, je ne veux pas que dire que l'un est plus important que l'autre parce que quand même l'image est très importante. Mais oui, on pourrait. Si vous avez une maison d'édition, je serais très content de... Quand vous parlez de corps de film, il y a aussi le côté textuel, parce que il y a des moments où le texte sert comme un support au son qu'on entend, mais il y a aussi des moments où elle acquiert une expressivité en soi. Donc on uniquement lit le texte qui est différent de ce qu'on entend et on lit. Donc d'où viennent ces moments où on uniquement se concentre plutôt sur le texte qui apparaît à l'écran? Ah oui, ça c'est encore les couches, les strates. Je sais pas, progressivement, je me suis dit un jour, le texte à l'écran, donc sans quelqu'un qui lise, enfin c'est pas des sous-titres quoi. Pour moi c'est de l'image aussi. Même s'il y a une image derrière, même s'il y a que du noir, c'est une image aussi. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui écrit, que j'ai une grande passion pour l'écriture et que surtout je lis et qu'il y a quand même de très grands écrivains, grands poètes, donc... pour moi, ils font partie de ce corps. Et dans les essais, je leur donne encore plus de place que dans les fictions. Et d'ailleurs, mes essais sont plus bavards et plus que mes fictions, qui sont très peu bavards. J'ai ici un ami, Jacques Bouquin, qui a été chef opérateur de deux de mes fictions, donc je suis très content de le voir. Mais c'est... Oui, à l'écran, mais ça... j'ai pas inventé la poudre. À l'écran, du texte, pour moi, c'est de l'image aussi. Ça fait partie de l'image. C'est pas une sorte de... C'est pas comme à l'époque des cartons, par exemple. C'est pas juste un carton pour faire respirer, on va dire. Et j'aime les mots à l'écran. Et en plus, ce qui m'intéresse, c'est les sous-titres sont en bas, les autres sont au milieu de l'image. J'aime même travailler leur place. Et si vous avez remarqué, à un moment donné, quand il y a Tatiana, celle qui à la fin chante le chant de Brecht, quand je sais pas si je lui ai fait dire ou elle dit, je me rappelle plus, je sous-titre pratiquement sur une ligne entière comme ça en dessous, en jouant avec une barre. Et il y a des gens du festival, bon là je me moque pas, qui m'ont dit c'est peut-être un peu trop long. Mais en même temps ils ont senti, parce qu'ils sont quand même pas cons, que quand même je jouais avec l'image. Donc il y a les mots dans l'image et les mots qui font partie de l'image et qui sont images eux-mêmes, quoi.
Pardon, je rebondissais juste sur ce que vous dites parce que je trouve ça intéressant. Vous parlez de fiction et d'essai, vous parlez pas de documentaire. C'est juste ça. C'est que, à dire la vérité, j'aurais bien aimé ne rien dire comme terminologie, fiction et tout ça. Mais je dis fiction parce que, je reviendrai sur ce que vous dites, je dis fiction parce qu'une fiction, a priori, un scénario, il faut trouver des sous, tout le tralala. Et puis, quelque chose, j'aime bien, à partir du scénario, même si je prends des libertés sur le scénario, mais il y a quand même une ossature. Et les essais encore plus que le documentaire, parce que demain, pour ceux qui voudront voir demain, là je peux dire documentaire simplement parce qu'on est plus de l'ordre du document. Essai parce que je prends ma liberté, non pas sur la forme ou pas, mais même sur ce qu'on peut appeler, je sais pas moi comment dire, la structure, le fil. Mais j'ai pas inventé ça, hein, je suis ni le premier ni le dernier, je pense que même à l'époque de Yoli Evans, Chris Marker, il y avait déjà ce terme. Peut-être parce qu'ils en avaient marre du mot documentaire qui les assignait à documenter. Et puis, si vous voulez, on peut dire que film et envoyer paître tous ces mots. Mais j'aime le mot essai, je dois avouer aussi. J'aime bien le mot essai. Mais bon. Je pensais, il y a quelque chose de très beau dans le film, un moment... dans ce qu'écrit Rosa Luxembourg. Enfin, c'est sur la question du vivant qui est dans le film, hante le film, et en même temps le hante un peu comme de loin presque. Enfin, bon, elle dit à quel point la contemplation de la nature et puis les sciences naturelles sont importantes pour elle, pas comme ces hommes politiques qui se reposent de la politique en regardant la nature parce que c'est joli, puisque la nature est cruelle. Le moment où elle voit l'insecte, les fourmis qui attaquent, donc il y a la violence dans la nature aussi. Bon, est-ce que cette question-là de la vie et du vivant, dans quelle mesure c'était important pour toi que ce soit dans ce film, et en même temps le moment, puisqu'elle était très, elle aimait beaucoup les oiseaux, la maison charbonnière, etc. Le moment où on en voit dans le film, ils sont empaillés. Qu'est-ce que... Ouais, c'est la cruauté là de nous avec la nature, mais il y a un très beau livre de Rosa Luxembourg dans son rapport aux feuilles, aux herbes, aux oiseaux. J'ai oublié comment il s'appelle le livre, mais moi il est très très beau. Et voilà, merci de m'amener à ça parce que il y avait un peu ça en moi, un peu plus ou moins beaucoup, mais grâce aux lettres de Rosa Luxembourg, j'ai encore plus pu préciser quelque chose qui de plus en plus, en tout cas, me devient très important, à savoir, les idéologies, que j'en sois plus ou moins proche, même si je me méfie du mot idéologie. Il y a un insecte, un grillon qui est rentré en scène. Les idéologies, les dogmas, les religions. Il y a cette terrible chose, c'est de mettre l'homme au centre du tout, de l'univers, même pas seulement du monde, du tout. Et en relisant ces lettres, en les lisant, franchement, je ne sais même pas quelle intention elle avait, et je m'en contrefous, c'est ce que j'ai ressenti très puissamment. Elle a ramené l'individu, notre espèce, si je puis dire, dans le tout, et non pas au centre du tout. Et ces lettres m'ont donné extrêmement cette sensation qui est de plus en plus... Et je ne parle pas d'écologie ou pas d'écologie. Si je parle d'écologie, on va parler du politique, du coup, pas d'écologie dans le sens... bref. Donc, le fait de déplacer, et non plus le tout est pour moi espèce humaine, mais que moi, faisant partie du tout, je ne voulais pas le dire littéralement parce que je sentais qu'elle le disait sans cesse. Et ça, là, tu vois, c'est exactement... C'est peut-être une des raisons qui m'a amené, mais ça, je l'ai su progressivement, pendant que je fabriquais, c'est pas dès le départ. Que c'est quelque chose qui m'importe énormément, surtout précisément à cause de nos nombreux échecs, de tentatives qui souvent tournent à l'horreur. Il faut dire les choses en face. D'ailleurs, elle le pressentait, je me répète, dans son livre Révolution. Et
Parce que souvent, les révolutions veulent tellement se protéger des contre-révolutions qu'elles deviennent des horreurs elles-mêmes. C'est à force de se protéger. Et bon, qu'importe, on ne va pas parler de ça. Donc, ramener l'être humain à sa place dans le tout, moi, je trouve ça fondamental. Aujourd'hui, plus que jamais, en plus. Vraiment, aujourd'hui, plus que jamais. Ça l'énerve. Je ne sais pas. Et... Est-ce que quelqu'un veut intervenir autrement? Les toilettes, c'est plus par là. Vous allez par là et c'est à droite. Bon, ok, par là aussi. Il y a un livre d'Enzo Traverso, un historien italien du fascisme et de la révolution, qui s'appelle Mélancolie de gauche, où il... Enfin, c'est peut-être pas du tout le moment de parler de ça, je sais pas, mais... et ça me vient parce que il dit qu'il y a une tradition cachée dans la gauche révolutionnaire qui est le versant mélancolique, intégrer nos défaites, la mémoire des martyrs, des morts, et d'avoir dit au tout début que c'était pour moi ce film était un peu un tombeau. Est-ce que tu trouves que tu serais d'accord d'inscrire ce film dans ce courant de la pensée révolutionnaire, ou même du cinéma, c'est la mélancolie de gauche, et est-ce que ce film n'est pas un petit espace que tu ouvres pour qu'on puisse un peu exercer la nôtre? Oui, je crains que oui, en espérant de ne pas nous résigner à cette mélancolie. Je ne suis pas en train de monter sur mon cheval avec mon sabre, là, c'est pas ça la question. Mais oui, je dois avouer que oui, parce qu'on emporte des défaites, quoi. Parce que ce qui est très fort avec les autres, c'est qu'ils ne voient pas de défaites. Eux, ils dominent. Alors, et donc, nous, on peut dire défaite parce qu'on a essayé, on a échoué. Eux, ils sont même pas dans l'échec. Ils avancent avec leur succès. Et même la notion du succès, qui est quand même l'une des choses les plus horribles sur Terre, la notion même du succès, quoi. Donc oui, et puis il y a la mélancolie, pas seulement à cause des défaites, il y a la mélancolie ici, parce que, c'est pour ça que je citais Rosa Luxembourg dans ses livres, je veux dire politiques, mais aussi dans ses lettres. C'est comme une conscience non pas du risque de ne pas réussir, mais comme une conscience de, comment dire, de cet extrême bourbier. Tu vois, elle n'était pas, bien que je me répète, elle n'était pas du tout résignée. Je veux dire, cette femme, quand même, a eu le courage extraordinaire d'être auprès de ses camarades dans un pire moment. Elle aurait pu se tirer, se casser, quoi. Et quand même, il faut lui reconnaître cet extrême courage, quoi. Mais elle avait conscience du geste presque, voilà, c'est un grand geste mélancolique. Elle savait, elle le sentait, que c'est pas seulement qu'on n'était pas prêt, parce que si on lit ces textes, il y a presque une extraordinaire impossibilité, mais à laquelle elle tenait. C'est-à-dire la révolution ne peut exister que si elle est dans cette totalité à laquelle qu'elle a écrit, et elle se doutait qu'elle était impossible. Mais pourtant, elle ne s'est pas détournée. Pour moi, ça, c'est une immense mélancolie aussi. Je sais pas donc, c'est pas seulement dans la défaite, c'est dans ce geste qui risque lui-même, alors qu'on le fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Une mélancolie combative. Oui, mais je ne sais pas quel terme utiliser. Si je vous donnais l'exemple, comme pour ceux qui verront le film demain, le grand soulèvement qu'on a eu au Liban, et 3/4 d'entre nous, enfin je vais peut-être pas dire 3/4, j'en sais pas, en tout cas une grande partie d'entre nous, on savait qu'on allait se casser la gueule. Il n'empêche. Et c'est pas vive le geste, il ne s'agit pas de dire olé, tu vois, comme vive le geste, c'est pas ça, c'est que le geste se doit, et plus que le geste, le mouvement se doit. Et donc la mélancolie, c'est quand tu sais ou que tu sens que tu risques de tomber, et tu risques très fortement de tomber, parce qu'ils sont terriblement puissants en face, dans toutes sortes de... Bon, on va pas faire un grand discours. Je pense qu'on s'est compris. J'ai tendance parfois à me répéter, pardon. Mais pour moi, sauf si quelqu'un a encore quelque chose à dire ou une question, ça pourrait être un bon mot de la fin.
revoir, merci. Merci beaucoup.